Bien, bonjour. Je dois parler avec le micro. Voilà, donc ici, comment dire, partons d'objets d'apparence extrêmement modestes, a priori très loin de ce qu'on pourrait appeler un livre-objet ou un livre d'artiste. Voilà, donc quelques fanzines, Phil, David Liebens, certains connaissent tout ça. Jeffrey Lewis ou encore le King Cat Comics de John Porcellino. Voilà donc des objets d'apparence extrêmement modestes, très loin de, voilà, notamment certains ouvrages que vous pouvez trouver ici même, parfois dorés sur tranche, reliés pleine peau, et donc on a souvent cette idée du livre d'artiste ou du livre-objet comme quelque chose d'extrêmement sophistiqué, et donc j'ai envie ici de commencer en interrogeant ces modestes opuscules, se demander finalement ce qu'ils nous disent, de quel discours, explicites ou implicites, sont-ils porteurs. Donc cette communication s'intitule Culture Do It Yourself et matérialité de la bande dessinée. Donc le, pardon, le terme Do It Yourself, parfois abrégé en DIY, est communément associé au mouvement punk et notamment dans sa branche musicale, qui, comme vous le savez, j'imagine, émerge grosso modo dans la seconde moitié des années 70. Oui, il y a eu un mouvement punk aussi dans les années 60 qui portait déjà ce nom-là, mais ne compliquons pas ici pour l'instant, on pourra en discuter après, mais c'est peut-être pas ça le vrai. Alors, le mouvement punk a souvent été envisagé comme un acte d'opposition à l'industrie musicale. On sent le constat que finalement le rock était devenu un business comme tous les autres. Et l'époque où émerge le mouvement punk voit aussi l'apogée de ce qu'on peut appeler le stadium rock. Genesis par exemple ici, mais des groupes comme Yes, Queen, Toto, Fleetwood Mac et j'en passe, qui sont un objet de détestation extrême pour tous les punks qui prennent le parti extrême, absolument à l'inverse. Donc on a une musique qui est souvent, en tout cas qui se veut extrêmement sophistiquée. Yes crée des espèces de symphonies musicales aux synthétiseurs qui se voudraient un petit peu même rivaliser avec les grandes symphonies associées à la musique classique. Ces musiciens passent souvent de très longs mois dans des studios entourés d'ingénieurs du son qui peaufinent chaque détail, chaque son est réfléchi. Le punk, au contraire, va proposer une musique qui se veut résolument basique, basée le plus souvent sur 3 accords et qui est enregistrée souvent en 1 ou 2 prises. Toute l'économie et toute la médiation, le rapport au public est extrêmement différent puisque si ce stadium rock présente justement, comme son nom l'indique, des groupes qui jouent dans des stades devant des dizaines de milliers de spectateurs, et dans un rapport aussi d'altérité très fort avec le public, j'y reviendrai. Le punk, au contraire, en tout cas à ses débuts, dans ce milieu des années 70, au moment où il émerge, lui favorise plutôt des petites salles. Les débuts sont portés par des labels indépendants, souvent à la durée de vie extrêmement brève, et utilise généralement aussi des instruments plutôt bon marché, volés parfois aussi dans certains cas. Les Sex Pistols se vantaient de voler leurs instruments. Il y a peut-être une part de légende romantique là derrière. Et puis, en tout cas, à ses débuts aussi, ces concerts punk sont en général des concerts qui sont dans des petits clubs, donc des entrées qui sont souvent pas très chères. Pardon ? Ah, d'accord, c'est mieux comme ça. Oui, désolé. Donc au départ, pour le moins, il y a la volonté vraiment de créer un espace de création qui est autonome, qui court-circuite en fait le business du rock. Donc il y a comme ça un acte de réappropriation de la musique qui aurait été en quelque sorte confisqué par l'industrie, de la création, je dis, d'espace autonome à la marge des circuits industriels. Alors, revenons à la bande dessinée. Voilà ici un fanzine d'un auteur américain bien connu, qui est Anders Nielsen, qui nous dit « Les zines ont toujours permis aux gens de dire ce qu'ils pensent en dehors du champ des radars et des mitrailleuses, des dollars et de la publicité, des autorités politiques, des conventions sociales. En fait, c'est vraiment l'idéal.
Donc le fanzine bande dessinée, je pense, relève quand même d'une logique qui, à certains égards, est assimilable à celle en vigueur dans le punk rock, c'est-à-dire supprimer toute une série d'intermédiaires, et dans le fanzine, les différents rôles qui sont celui d'auteur, d'éditeur, d'imprimeur, de distributeur, de diffuseur, voire de libraire, peuvent être endossés par une seule et même personne. Donc, il s'agit aussi, dans cette idée de création d'espaces autonomes, d'échapper en quelque sorte aux normes éditoriales qui sont d'ailleurs généralement édictées par des titres. La démarche qu'on a habituellement, c'est de penser que si on veut publier sa bande dessinée, ou même d'autres créations publiables, il faut passer par un éditeur qui va vous expliquer comment il faut faire. Ça va, vous m'entendez bien? Ça va. Alors, reprenons cette photo, donc c'est un concert des Ramones au CBGB. Ce qu'on remarque d'emblée, c'est justement par rapport au concert de Genesis dont on voit la photo tout à l'heure, où les musiciens n'étaient d'ailleurs que de vagues ombres qu'on voit très loin. Ici, il y a une proximité entre les spectateurs et les musiciens. Il y a véritablement la volonté de créer une expérience collective où justement le public n'est pas réduit au rôle de spectateur et moins encore de consommateur. L'activité à laquelle se livre le groupe se veut elle aussi accessible. On a une musique qu'on pourrait, je pense que dans les faits ça est peut-être moins que ça, mais qui semble a priori très simple, que a priori tout le monde pourrait jouer. Il y a une formule qui est revenue souvent, c'est de dire que le tout premier concert des Sex Pistols avait réuni moins de 100 personnes, mais à tout le moins, tous ceux qui ont assisté à ce concert ont formé un groupe par la suite. Voilà, la formule est sans doute exagérée, mais elle est révélatrice. Donc plutôt que de regarder béatement un groupe en criant au génie, donc en quelque sorte qui est l'acceptation que ces musiciens ont une capacité supérieure au commun des mortels, la musique punk consiste plutôt, pour le spectateur, qui n'en est peut-être plus tout à fait un, plutôt d'absorber cette énergie et de faire finalement la même chose. L'idée de le faire soi-même, do it yourself, voilà. J'ai vu un concert, plutôt que de me dire, ils sont super, je vais collectionner leur discographie complète, il y a peut-être mieux que ça à faire, c'est de faire soi-même de la musique du même tonneau. Donc on voit que cette idée de communauté, d'expérience collective est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le fanzina. Ici, en l'occurrence, c'est le spin-off, donc, qui est le off du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Pour ceux nombreux parmi nous ici qui fréquentent ce genre de milieu, il est bien clair que les acheteurs sont souvent ceux qui fabriquent aussi les fanzines. C'est quand même une économie assez minimale et voilà, souvent on va acheter ou échanger. On a souvent une économie qui est plutôt celle du troc. Et dans cette logique-là aussi, il y a pas mal d'expériences, entre autres la fabrique de fanzines de Ibn al-Rabin, là pour le coup, vous voyez les lettres sont en cyrillique, donc ça avait été monté à Moscou, mais il y a eu d'autres, il y a énormément d'expériences, c'est assez courant dans les festivals d'idées à la bande dessinée alternative, qu'on invite le public justement à réaliser soi-même, à faire soi-même des bouquins. Je pense aussi par exemple à Action Mix Comics Commando que Thierry Van Asselt et Richard Bauer avaient mis sur pied, mais il y a comme ça, on pourrait en lister des dizaines et des dizaines d'expériences de ce type. Donc il y a vraiment la volonté de rompre la barrière qui pourrait séparer l'auteur du public et rompre aussi cette espèce de respect compassé qui, pour le coup, n'aurait pas lieu d'être. Alors, petite parenthèse par rapport à ça. Alors, je vous dis, la démarche qu'on retrouve dans le mouvement punk et dans le fanzina qui consiste à créer un espace autonome, donc de se mettre en marge des circuits industriels pour y échapper en grande partie, il y a aussi d'autres stratégies qu'on pourrait finalement rapprocher de la pratique du squat, ce que finalement en cherchant un petit peu, je me dis on peut appeler ça le parasitisme interspécifique, dans lequel s'est spécialisé notamment un collectif comme Bazooka. Alors, parasitisme interspécifique, c'est un terme que j'ai trouvé. En fait, c'est
c'est les espèces animales qui en fait se servent de ce qu'on produit d'autres espèces. L'exemple le plus courant est celui du coucou qui ne fait pas son nid mais va en quelque sorte squatter les nids d'autres espèces d'oiseaux. Donc le punk là aussi, le punk est également dans cette dimension graphique chez Bazooka, plutôt que de bricoler son propre nid, va occuper le nid des autres. Et donc il s'agit en quelque sorte non plus ici de créer un espace spécifique, autonome, mais d'aller investir ponctuellement des espaces ou des supports qui ne sont pas les vôtres et où vous n'êtes pas, ou a priori vous n'êtes pas nécessairement les bienvenus. Alors il y a quelque chose qui reste, qui a été beaucoup commenté notamment par Gray Marcus, mais qui reste finalement une étape importante du mouvement punk, c'est ce fameux show télévisé qui a lieu en 76 ou en 77 sur Ten TV, donc qui était la télévision locale londonienne, mais qui était une télévision qui était très regardée. Une émission qui a lieu à l'heure du dîner en famille, là, vers 18h30 par là. Il se fait que l'invité qui était prévu initialement se décommande à la dernière minute. Bill Grundy, que vous voyez là-bas, qui est le présentateur, cherche désespérément quelqu'un pour les remplacer. Et le manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, flaire le bon coup et voilà, finalement donne un coup de téléphone et donc TMCV affrète une Rolls-Royce qui va chercher les Sex Pistols à leur studio, qui n'ont pas encore sorti d'ailleurs leur premier album, mais comme on dit aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à faire le buzz, on en parle pas mal dans les milieux artistiques. Il y a déjà eu quelques 45 tours qui ont eu un succès certain. Et donc, ce que vont faire les Sex Pistols dans cette émission, c'est proférer toute une série d'insanités, là, du côté de 18h30, qui sont des techniques qu'on peut retrouver aussi, par exemple, chez les situationnistes ou chez les lettristes, hein, notamment en 50, il y avait eu un scandale à la cathédrale de Paris, où, pour la messe de Pâques, un faux évêque était monté en chair, avait annoncé la mort de Dieu, et s'était répandu en propos anticléricaux. Donc il s'agit ici... ce qui est très différent de la création d'espaces autonomes, parce que finalement, vos espaces autonomes, vous les créez entre vous et vous êtes entre semblables et quelque part on vous fout un petit peu la paix. Ici, il s'agit d'intervenir là où on n'est effectivement pas le bienvenu. Cette émission a fait scandale, les Sex Pistols étaient très alcoolisés avant d'arriver. Ce qu'on ignorait, c'est que Bill Grundy était aussi sous que les autres, et ça s'est appris par la suite. Mais bref, ça fait scandale, et le lendemain, toute la presse, parle de cette intervention-là. Et donc, tout ça pour revenir au fait que Bazooka, donc ce collectif français né au milieu des années 70, va finalement procéder de la même manière, mais à travers des supports de publication. C'est ainsi que Bazooka va à la fois créer ses propres revues, mais on va aussi le retrouver dans des tas de titres avec la complicité relative de ceux qui les gèrent, ça dépend un petit peu des cas, mais on va les retrouver certes dans Charlie Mensuel, dans Métal Hurlant, mais aussi dans une revue pour enfants comme Okapi, ou encore dans Libération, où on avait cette revue Un regard moderne qui était encartée dans le journal Libération. Alors à l'époque, Libération est un journal de gauche, beaucoup plus de gauche qu'il ne l'est aujourd'hui, hein, d'une gauche d'ailleurs très radicale, avec un salaire unique pour tous les travailleurs, soutien par exemple à la lutte armée d'extrême gauche qui est manifestée là-dedans. Et Bazooka arrive avec ses publications on le voit peut-être pas ici, mais quelque chose finalement d'assez illisible, avec des slogans du type votre fils est gay, c'est qu'il est communiste. La présence de toute une imagerie, alors on mêle des tas de choses aussi, des croix gammées, des étoiles juives, des symboles chrétiens. On y vante aussi, par exemple, l'exploitation dans les usines des personnes handicapées ou encore l'énergie nucléaire. Donc ça va créer évidemment des tensions énormes au sein de la rédaction de Libération, parce que si certains, Serge Julie entre autres, avait été à l'initiative de la présence de Bazooka dans Libération, mais comprenez bien que cet organe de gauche radicale de l'époque avait du mal, enfin certains journalistes avaient beaucoup de mal à accepter le fait qu'on proclame dans les mêmes pages de ce journal l'exploitation des personnes handicapées, par exemple dans les usines. C'est une très bonne chose, ça permet de gagner de l'argent. Voilà, le genre de choses qu'on retrouve. Voilà, donc voilà, parasitisme interspécifique, on va là où on ne vous attend pas et là où on ne veut surtout pas vous voir. Donc il s'agit finalement loin
Ici, il s'agit en quelque sorte d'infliger la création à un public qui ne le veut pas, là où l'espace autonome fait qu'on reste en quelque sorte entre soi. Alors, il y a une caractéristique, me semble-t-il, notable du mouvement punk et finalement de sa déclinaison sous forme de support papier qu'on appelle les fanzines, c'est l'urgence. Donc je reviens ici aux objets faits main. Il s'agit en quelque sorte de pouvoir dire les choses très vite, sans perdre de temps, et finalement peut-être ne pas perdre de temps à se demander comment on va les transmettre. Si on reprend avec la musique, c'est une déflagration. Il y a une notion d'immédiateté dans la musique punk. Il s'agit de faire passer le message sans fioriture, sans travail de studio complexe, et souvent la première prise est la bonne. Alors dans le domaine du fanzine, voilà, vous connaissez peut-être Mélodie de Sylvie Rancourt, qui dans les années 80 exerçait le métier de stripteaseuse à Montréal. Et étonnamment, Sylvie Rancourt a réalisé elle-même des fanzines qu'elle vendait souvent après ses spectacles. Vous voyez qu'on a là un dessin qui est extrêmement banal. Certains diront c'est vraiment mal dessiné. Je pense que voilà, il faut encore voir ce qu'on attend par là, ce qu'on entend par là, mais il y a une forme d'immédiateté et certainement pas la question de se poser des questions complexes de style, de perspective, de mise en page complexe, ou que sais-je. Il s'agit là vraiment d'être dans cette immédiateté, de garder la force du premier jet. Autre exemple célèbre qui est celui de Julie Doucet, ici Dirty Plot, ce qui pourrait se traduire globalement par chatte puante. On voit d'ailleurs ici Julie Doucet s'imaginant en Godzilla déversant ses menstrues sur les rues de Montréal. Ou encore ici John Porcellino, qui est, bon, si vous avez visité une culture maison, il était fortement mis en avant dans l'expo que Stéphane avait organisé justement. Voilà, création autobiographique qui raconte le quotidien de cet auteur états-unien, ou encore un auteur liégeois qui lui aussi jouit d'un culte, j'ai envie de dire, dont l'intensité est inversement proportionnelle au nombre de ses adeptes, qui sont peu nombreux mais très fans, qui s'appelait Phil, qui est malheureusement décédé il y a maintenant 7 ans parce qu'il était punk, y compris dans un mode de vie très autodestructeur, et qui réalisait c'est plusieurs milliers de fanzines, de pages A4 pliées en deux et agrafées qu'il a réalisées. Donc on voit ici que ces quelques exemples, on voit qu'on a un dessin qui ne semble pas avoir de prétention esthétique. Dans les 4 cas qui nous occupent, ce sont des opuscules, des A4 pliés en deux et agrafés. Et je pense qu'il y a évidemment, me semble-t-il, un lien organique entre le fait que ce sont des créations autobiographiques, puisqu'il s'agit en quelque sorte de, comment dire, de conserver le liant, si vous voulez, entre la vraie vie et le moment où on accède à ces fanzines. Donc il faut souvent faire ça très vite. Hein. On va raconter ce qu'on a fait hier. Donc si c'est publié 6 mois plus tard, c'est un peu trop tard. Ici, dans le cas présent, voilà, quand Ratus s'énerve du véhicule inutile, donc Gratus, ça fait longtemps que j'ai plus lu, je ne sais pas s'il dit toujours, mais qui est vraiment un vieux punk, qui est une figure un petit peu bien connue de la vie alternative liégeoise. Et bon, Ratus s'énerve dans une soirée qui est organisée dans un cote en disant aux autres petits punks, là beaucoup plus jeunes que lui, que c'était finalement des petits bourgeois et qu'il ferait bien, passez-moi l'expression, de se sortir les doigts du cul. Il se fait que moi j'ai assisté à cette scène-là parce que j'y étais aussi. Et en fait, 2 jours plus tard, je croise Phil qui me revend son comics, puis il est allé acheter 3 bières avec ça. Mais donc, il y avait cette espèce de lien direct, si vous voulez. On avait véritablement la chronique d'une vie alternative qui était présente et qui était directement reliée par ces supports. Hein, donc, cette idée d'urgence, d'immédiateté, de mettre en place un dispositif qui, finalement, permette de connecter la vraie vie avec sa représentation sous forme de bande dessinée. Autre caractéristique qu'on peut noter aussi, et c'est notamment Jean-Yves Joanneau qui a, dans son ouvrage sur l'idiotie, a dit que le punk réactivait une pulsion d'enfance. Alors le punk, qu'il soit musical ou graphique, effectivement, dans sa forme, peut apparaître extrêmement basique, autant parfois que dans son contenu d'ailleurs. Il y a souvent là une forme d'immaturité assumée,
une régression parfois au stade phallique ou anal, hein, pensons vaginal ici dans le cas de Julie Doucet. Il y a souvent chez les artistes punk, que ce soit Doucet ou Takashi Nemoto au Japon par exemple, une obsession pour tous les fluides corporels par exemple. Donc il y a et c'est aussi, alors l'enfance c'est aussi ce moment où, me semble-t-il, la création n'apparaît pas comme un acte extérieur. Quand on est enfant, on dessine souvent beaucoup, on invente des chansons, on s'invente des jeux de société, enfin, il y a comme ça toute une série d'activités qui, arrivées à l'adolescence et peut-être plus encore à l'âge adulte, ont tendance à se diluer. Les adultes vont... il y a une formule que beaucoup d'auteurs de bande dessinée disent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand vous avez des fans adultes, ils vous écrivent pour obtenir un de vos dessins, là où un enfant, lui, il va vous envoyer ses propres dessins. Donc, dans la création, en quelque sorte, de nouveau, de cet esprit de communauté, donc plutôt que la sacralisation de la figure de l'artiste, la ritualisation des dédicaces, par exemple, qui est très présente dans le domaine de la bande dessinée, c'est de se dire qu'on joue dans la même pièce. Le bricolage plutôt que la consommation de produits manufacturés. Alors, ceux qui ont des enfants ont peut-être vu, moi j'ai des neveux qui s'adonnent à ce genre de choses aussi, qui réalisent leur bande dessinée eux-mêmes dans des cahiers brouillons, qui bricolent des petits opuscules comme ceux qu'on peut voir là. En fait, ceux-ci ont été réalisés par le tout jeune Jean-Christophe Menu, qui à l'époque avait 8 ou 9 ans. C'était déjà les aventures de la peau qu'il continuera par la suite à l'âge adulte. Mais donc, voilà, il y a ce moment de se dire, mais faisons-le nous-mêmes, et donc de créer cette connexion, si vous voulez, ce lien intime entre le rôle de spectateur ou de lecteur, voire pire de consommateur, et celui de producteur ou de créateur, créant ça une sorte de bain commun dans lequel on retrouve tout ça. Voilà, d'autres exemples. Alors, oui, restons peut-être un petit peu là-dessus. Menu, justement, dans sa thèse de doctorat, La bande dessinée et son double, met en avant le concept de corpus hors champ de la bande dessinée. Donc, c'est-à-dire, finalement, ce que Philippe a évoqué avec Weiner et Millikan, finalement, peut peut-être relever, là aussi, du corpus hors champ de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'interroge sur cet objet, finalement, très, très curieux, complexe, qui convoque, finalement, énormément de choses, on est toujours amené à élargir le regard, à regarder le passé, mais aussi le présent, à regarder aux marges de choses qu'on n'appelle peut-être pas nécessairement de la bande dessinée ou qu'on ne rangerait pas dans cette catégorie instituée, pour se rendre compte que finalement, la tentative de cerner notre objet, ok, si on se demande c'est quoi une bande dessinée, est-ce qu'il faut du texte, est-ce qu'il faut de l'image, est-ce que c'est un objet unique, est-ce que c'est un objet publié, etc. Toutes ces questions qu'on n'arrête pas de se poser et qui finalement n'ont sans doute pas de réponse définitive, mais on dégage un champ et puis on se dit, mais finalement, il y a des choses qu'on n'appelle pas de la bande dessinée, mais si ça c'est de la bande dessinée, ça aussi, ça peut en être. Entre autres, ces créations enfantines, mais il y a aussi toute une série de réalisations qui relèvent de ce qu'on peut appeler communément l'art brut ou le art outsider. Ici, c'est un carnet qui a été réalisé dans un cahier par Rudolf Heinrich Hoffen. Donc, Heinrich Hoffen, il est né au milieu du 19e siècle et est mort en 1945. C'est une œuvre autobiographique, c'est un auteur qui était interné en hôpital psychiatrique, et c'est aussi une autobiographie, qui traverse largement l'histoire de l'Allemagne, l'Empire, la Première Guerre mondiale, la République de Weimar, tout ça, là, avec Monika Jagfeld, qui l'a étudié, l'a un peu comparé à Maus, mais à certains égards, c'est aussi une œuvre qui est porteuse de toute une série de clichés profondément antisémites. Mais voilà, on a là aussi une production, quelle que soit l'opinion idéologique qu'on peut avoir par rapport à ça, mais qui relève là aussi clairement du do-it-yourself. Je parlais d'urgence tout à l'heure, vous connaissez peut-être cette artiste allemande, Charlotte Salomon, qui n'est peut-être pas une artiste brute dans la mesure où elle avait suivi des études dans une académie, mais voilà, elle est issue d'une famille juive, elle vit dans la clandestinité et malheureusement son destin l'emmènera dans les camps de la mort.
Mais à un moment donné, dans ces dernières années de sa vie, elle réalise cet ouvrage qui s'appelle Leben ohne Theater, qui au départ est un ouvrage unique, qui relève d'une nécessité intérieure, et qui, elle qui avait pourtant appris son métier à l'académie, commence à éclater tous les codes habituels de la pratique artistique de son temps. Un dernier exemple, oui, voilà, qui est encore là pour le coup une œuvre autobiographique. Autre exemple ici, Massis Gül, qui dans les années 70 réalise ce long récit, donc c'est un turc, c'est versifié, et c'est une espèce de longue, comment dire, de long chemin de croix du personnage principal, qui me semble bien être une incarnation de Gül lui-même, qui se fait taper dessus à tous les coups. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Gül était lui-même un bodybuilder, donc il était abonné au rôle de mauvais dans toute une série de films, de séries Z turques. Voilà, donc pour mettre en place en quelque sorte cette espèce de hors-champ, si vous voulez, du do-it-yourself adapté à la bande dessinée. Voilà, alors donc je me suis focalisé sur des objets exécutés finalement assez rapidement, mais le do-it-yourself peut amener des objets plus complexes, comme celui-ci, caca nerveux par exemple, ou encore, oui voilà, par exemple, elles sont sorties de Doury et Pascal Richard, ou encore les publications du dernier cri, voilà, Takashi Nemoto. Je parlais de l'obsession pour les fluides corporels, on ne va pas le laisser plus longtemps parce que voilà, avant l'heure du dîner. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, je vous montre l'édition reliée de l'intégrale de Mélodie de Sylvie Rancourt, qui a été publiée chez Ego Comics, et il est bien clair que, même si ça reprend l'intégrale, le rapport qu'on a, ne serait-ce que physique avec l'objet, est assez différent de celui qu'on pouvait avoir avec le fanzine d'origine. Puisque le fanzine de Do It Yourself se place dans un rapport de rupture avec les processus industriels apparents. Donc le lecteur de bande dessinée, me semble-t-il, que ce soit ceci ou finalement d'autres choses, ou The Crack of the Dawn dont on a parlé tout à l'heure, comme Philippe l'a dit aussi, autant un lecteur qu'un regardeur, c'est une expérience sensible qui convoque, qui peut convoquer le toucher, voire l'odorat. Donc on a là le paradoxe d'une industrie qui tend à l'uniformisation des objets pour faire oublier, qui fait oublier pardon, je recommence. Donc un paradoxe d'une industrie qui tend à uniformiser les objets et finalement à faire disparaître la matérialité, puisque cette matérialité, elle se décline toujours selon les mêmes formes, alors que l'expérience auquel nous convoquent des opuscules comme ceux qui sont là est au contraire une expérience qui convoque l'ensemble des sens, qui convoque la lecture autant que le regard, le toucher autant que l'odorat. Merci.